la présentation de ce livre, son livre qu'on a publié chez Almora il y a quelques semaines, donc les Nuits de Jung, mystique et psychologie du livre rouge. Je vous remercie d'être là aussi avec nous. Alors je vais d'abord présenter Lucas, ensuite je vais parler un petit peu du livre, et puis très rapidement je vais laisser l'auteur parler de son travail formidable. Et puis à la fin, si vous voulez, vous pourrez poser des questions à Lucas sur le livre ou sur tout autre sujet. Et puis à la fin, il pourrait y avoir des signatures avec l'auteur. Alors je vais vous présenter donc rapidement Luca Governatori. Enfin rapidement, en même temps le CV est déjà assez long, puisque tu as d'abord fait du cinéma. Tu as été à la FEMIS, la célèbre école de cinéma, et tu as réalisé des films. Des courts et moyens métrages, oui, dont un s'appelle Vita di Giacomo, oui, je sais pas si je prononce bien. D'études réalisées avec mon frère. D'accord, qui donc a été présenté, a eu un prix à Cannes. Une sélection. Une sélection à Cannes, voilà. Tu as déjà écrit un livre sur le cinéma, sur Tarkovsky, l'art et la pensée, en 2002. Ça c'était auparavant. Voilà, donc, les études de cinéma, voilà, donc, déjà une manière de relier un peu les disciplines. Ouais, donc tu as commencé par le cinéma, et puis ensuite tu t'es intéressé à l'Orient, tu t'es intéressé au bouddhisme, puisque tu as suivi l'enseignement de maître tibétain de l'école Kagyu, le Mahamudra. Et donc tu as entrepris cet énorme travail qui a été une thèse en fait de philosophie, donc tu es docteur en philosophie. Voilà, donc à l'origine c'est une thèse en philosophie qui a été largement remaniée et pour cette publication. Donc elle a été allégée aussi d'un bon tiers au moins. Plus, ouais. Voilà. Presque la moitié. Presque la moitié, voilà. Et donc ce livre est une étude, une réflexion, une interprétation du fameux livre rouge de Jung, que voici. Parce que le livre rouge est cet énorme ouvrage. Alors j'ai fait une enquête autour de moi, peu de gens le connaissent en fait. Il a été publié récemment, il a été publié en 2011 en français et en 2009 en anglais, donc c'est vrai que c'est un livre qui est sorti récemment, alors que c'est un livre sur lequel Jung a travaillé une grande partie de sa vie, puisqu'il a commencé à l'écrire quand il avait 38 ans. Toutes les nuits, ou en tout cas pendant de nombreuses nuits, pendant 20 à 30 ans, il a comme ça travaillé dans l'ombre, enfin, un peu en marge de son travail de psychanalyste et de scientifique. Mais alors c'est un livre fascinant qui explore l'inconscient, l'imaginaire, les mythes, la mort, enfin, et puis qui est illustré aussi de dessins extraordinaires. On a d'ailleurs repris dans le livre quelques illustrations qui sont vraiment magnifiques, quoi. C'est des vraies œuvres d'art pour certaines en tout cas, c'est vraiment très très beau. Voilà, mais c'est vrai que le livre est difficile en fait, donc il fallait des interprétations, donc c'est là où toi tu interviens, tu as lu ce livre, puis bien sûr Jung en général, et tu as essayé de l'interpréter, de le comprendre, d'entrer dedans dans cette forêt, dans cette jungle. Et donc ça donne des clés en fait pour comprendre ce travail qui est extrêmement important, ce livre de Jung. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce livre, d'abord c'est le style, c'est remarquablement écrit, il y a une langue incroyable. Et puis j'ai aussi aimé le fait que tu as beaucoup de compétences, tu connais Jung et la psychanalyse, tu connais la philosophie, donc il y a des références à des grands philosophes, Bergson, William James, puis Deleuze, Derrida, donc il y a aussi cette analyse-là, et puis tu as une grande sensibilité pour l'Orient. Donc là tu donnes cette perspective, tu éclaires le livre à partir de l'Advaita Vedanta, de Ramana Maharshi, à partir du bouddhisme tibétain aussi, tu cites Trungpa. Et du coup, effectivement, on peut parler de mystique, en fait, de mystique de Jung. C'est ça qui était tout à fait intéressant. D'ailleurs, je lis juste cet extrait, après je te laisse la parole. Tu écris et nous aurions sans doute ici la flamme la plus intérieure du livre rouge, son horizon le plus intime, l'éveil de la psyché à sa dimension originelle, ce simple et éclatant je suis, dépouillé de tout, en deçà de toutes les qualifications secondaires qui le camoufleraient. Ce je suis qui serait exactement cet état de simple adhérence à l'être pur dont parlait Maharshi pour décrire le soi. Donc tu n'hésites pas à montrer qu'en fait, finalement, Jung, dans ce travail, développe une véritable voie, initie une voie vers le soi, vers l'éveil,
voilà, vers l'originel en nous, quoi, en fait. Voilà, donc un livre que j'ai trouvé passionnant et je te remercie de le présenter ici ce soir. Voilà, je te laisse. Merci doublement de m'offrir la parole ce soir et puis de m'avoir donné l'opportunité de publier ce travail, cette longue recherche. Longues années de recherche qui sont nées au fond d'une réflexion qui était intime à l'origine, ou d'un questionnement qui était pris il y a 7-8 ans quand il a commencé par une forme de perplexité, à la fois de passion, mais de perplexité pour ce qu'était à la fois la psychologie d'un côté et la philosophie de l'autre, au sens où la psychologie, dans son champ théorique, et j'y intègre la psychanalyse, m'attirait au sens où c'était un outil d'exploration de l'inconscient, d'une voie vers les forces qui nous traversent inconsciemment et d'une passerelle vers une meilleure, plus grande connaissance de soi. La philosophie de l'autre créait un état, disons, à la fois de plaisir et de recherche d'ordre théorique. Donc j'avais à la fois quelque chose qui me reliait, qui m'attirait vers ces dimensions-là, la philosophie notamment dans la dimension du questionnement de sens, dans le questionnement métaphysique le plus ancien du terme, et en même temps avec une forme de perplexité ou de réserve pour les disciplines telles qu'elles m'avaient été enseignées, en tout cas à l'université, telles que je pouvais les rencontrer à travers des lectures, au sens où la psychologie me semblait comme cantonnée dans une dimension pragmatique, un efficace de sa pratique, et parfois, en tout cas sous le prisme de Freud et d'une psychanalyse telle qu'elle s'est vécue et pratiquée au XXe siècle, limiter un petit peu le champ de l'édifice psychique. De l'autre, la philosophie vers laquelle j'allais avec plus de cœur, parce qu'elle ouvrait beaucoup plus d'horizons, y compris quand on retraverse, on reparcourt certaines traditions philosophiques, soit évidemment en Grèce, mais même dans le paysage de la philosophie moderne, avec notamment Spinoza ou Leibniz, des perspectives quasi transgressives sont proposées, en tout cas pour la pensée, et en revanche, il y avait, en tout cas à mes yeux, comme une forme de défaillance ou d'absence sur le champ de comment cette pensée-là ou ces propositions théoriques peuvent devenir aussi un outil du quotidien cohérent et devenir aussi très, très concrètement une forme d'alimentation du quotidien, et pour retrouver ce qu'était la philosophie au fond à l'âge antique, une médecine de l'âme ou un art de vivre. Et comme si la philosophie, dans cette grande évolution de 2000-2500 ans, s'était perdue un petit peu dans le champ d'une réflexion très, et à mes yeux trop spéculative, mais encore un petit peu la racine vivante du concept. Donc, pris un petit peu dans cette perplexité, double perplexité, Jung arrive dans ma vie comme une rencontre fondamentale dès la lecture des premiers textes, notamment sa biographie Ma vie, qui a été un texte qui a résonné très, très intimement, très profondément, et avec la percussion à ce moment-là qui pouvait peut-être être ce chaînon que je cherchais depuis de longues années et que je n'avais pas encore trouvé entre la psychologie d'un côté et la philosophie de l'autre, puisque d'une part, il est psychiatre à l'origine, il est médecin, donc son travail au jour le jour, c'est de suivre des patients et les amener vers une forme de guérison et de mieux-être psychologique. Et d'autre part, il a toujours mis en relation dès le départ un petit peu les jalons de sa psychologie de l'inconscient avec des grandes notions qui réfèrent à des horizons spirituels, religieux, métaphysiques, donc philosophiques. M'intéressant donc à la fois de plein pied et vite avec la certitude qu'il allait m'accompagner pendant un bout de temps dans ma vie, j'ai eu l'envie d'en faire l'objet d'une recherche universitaire, avec l'idée un peu intuitive à l'époque de contribuer à ce qui me semblait pouvoir être une réflexion autour des fondements d'une pratique psychologique repensée, renouvelée avec l'arrivée du XXIe siècle. Je disais à l'époque, ça remonte à 8-10 ans, beaucoup d'effervescence dans beaucoup de disciplines qui remettent en question des paradigmes
du XXe siècle et qui s'ouvre à une forme d'élargissement, des passerelles qui se recréent entre les disciplines. Et j'avais l'impression que la psychanalyse, qui à la fois m'attirait et en même temps me laissait un petit peu de côté, avait comme fait son temps avec le XXe siècle, et à la fois sans en renier les acquis et sans la laisser de côté. Il y avait comme avec le XXIe siècle, et avec cette effervescence que je sentais dans toutes les disciplines, la possibilité de repenser sans dire une nouvelle science de la psyché, mais quelque chose de revitalisé du point de vue de cette pratique-là. Je suis donc allé vers Jung avec cet enjeu, ce désir, et avec une interrogation immédiate en lisant ces textes. C'était juste quelques semaines, quelques mois avant l'apparition du livre rouge, et en lisant ces textes, j'avais l'impression, et ce qui crée à la fois une fascination et un sentiment très étrange, que ce qu'avait vécu Jung était entre les lignes et pas réellement dans les lignes de ce qu'il avait publié de son vivant. Et que, comme s'il se retenait ou comme s'il n'avait pas tout dit à travers ses écrits. Je m'amusais déjà à l'époque à décoder un petit peu ou d'imaginer ce que lui avait pu vivre. Et quelques semaines après ses premières lectures, ses premiers émois, paraît le livre rouge, un livre à la fois titanesque et tonitruant, qui retranscrit précisément ce qu'il a vécu secrètement, ce qu'il n'a pas voulu partager avec le public de son époque, et qui donne pourtant la clé de tout ce qu'a été son travail, toute sa réflexion pendant tout au long du XXe siècle. Expérience qu'il a avouée, ou en tout cas écrit, être à la fois secrète, indescriptible, voire dangereuse. Et donc le mot dangereux en disant dangereuse au sens où il a dit-il, contacté des intensités psychiques à la fois débordantes et dont lui-même qui l'ont submergé d'une part, et d'autre part, une fois qu'il a pu canaliser un peu le flux de ses visions et de ses intensités, il a eu beaucoup de difficultés à retranscrire dans un langage cohérent, scientifique, sachant qu'il avait la préoccupation essentielle, et il n'en démordra jamais, de s'inscrire dans le champ de la science et pas à travers ses visions de basculer à ses yeux, en tout cas du côté d'un ésotérisme ou d'un occultisme auquel ces visions pouvaient a priori renvoyer. Donc le livre rouge arrive, évidemment, comme beaucoup de Jungiens à l'époque, on a eu la joie et la curiosité de pouvoir découvrir ce qu'était cette part cachée. Et ça a été mon expérience, je suppose que je suis effectivement pas le seul. Le livre est assez résistant, c'est-à-dire qu'il est frappant à plusieurs égards, mais l'un d'entre eux relève du fait que la prose est par moments complexe, que le fil de l'écriture est extrêmement non pas désordonné, parce qu'il y a quand même une très très grande cohérence, mais comme une visitation d'une pensée dans tout son fourmillement, et que on retrouve en tout cas en lisant cette notion que ça n'a pas été un texte publié de son vivant, et que ça reste un texte à l'état brut en quelque sorte. Donc, difficile, en tout cas dans un premier temps, à aborder. Je l'ai laissé du coup résonner plutôt dans une autre dimension, qui est celle plutôt de l'image, de la vibration, de la musique aussi. Au sens, c'est une des premières choses qui m'a frappé et même bouleversé en lisant le livre, c'est que au-delà du fil qui est parfois difficile à suivre, il y a des moments d'incantation, des moments même de poésie, et la langue est d'une beauté extrêmement sidérante. Et c'est en tout cas par ce biais-là que j'ai aimé l'approcher et imaginer qu'il avait peut-être justement touché à travers cette distorsion du langage, en tout cas du langage analytique et intellectuel, il avait peut-être touché quelque chose de très profond à travers ça. En parallèle de cette étude qui était théorique, que j'ai inscrite en plus dans le cadre de l'université française, j'ai parcouru moi-même une recherche, une exploration des propres dynamiques de l'inconscient, et accompagné par des thérapeutes, eu l'opportunité de faire au fond un travail que j'ai compris à mesure à la fois que j'évoluais dans ce travail-là, et à la mesure que j'approfondissais la lecture, la relecture indéfinie de ce livre, que j'ai compris être au fond très voisin,
Et c'est aussi au nom d'un travail intérieur qui m'a permis effectivement aussi de réexplorer, d'aller revisiter les traditions de l'Orient, que j'ai compris que quelque chose de très profond, ou possiblement de très universel, c'était dit et raconté à travers cette expérience du livre rouge. Si j'en reviens à lui, pour le définir très rapidement et initialement, il a 4 ou 5 singularités qui le dénotent de tous les autres ouvrages et a fortiori de tous les ouvrages de psychologie, au-delà du fait bien entendu que c'est un ouvrage posthume et qui n'a donc pas été publié de son vivant. C'est que c'est donc un livre qui joue et qui glisse sur plusieurs registres de sens et sémantique pour pouvoir progresser dans son chemin, et où l'image rencontre la poésie qui elle-même rencontre aussi une dimension analytique, au sens où Jung y restitue le contenu de ses rêves, de visions qui l'ont traversé d'une manière extravagante, et redonne en quelque sorte comment formuler, la restitution visuelle à l'extérieur ou à travers le livre, à travers le parchemin qui retranscrit, de contenus qui sont de l'ordre de l'inconscient et qui sont en quelque sorte souvent inexprimables en termes de sens et en termes de concept, et que parfois justement l'image peut prendre en charge et arriver à travers sa vibration, à travers une pulsation esthétique, arrive à restituer. Donc ça, c'est en quelque sorte la deuxième grande spécificité. La troisième relève du fait qu'on y croise, on y re-rencontre une myriade de traditions spirituelles, et on a l'impression d'y voir jaillir à des moments les enseignements les plus profonds des traditions, soit bouddhistes, soit hindouistes sous l'angle des Védas, soit taoïstes à d'autres instants, mais également des traditions plus occidentales, comme la tradition gnostique ou l'hermétisme, qui sont des traditions que notre Occident aujourd'hui en quelque sorte oubliées ou laissées de côté, mais qui en tout cas à travers Jung retrouvent une forme de vitalité. Le livre rouge ensuite, si on décrit vraiment d'une phrase, décrit une épopée intérieure, une aventure intérieure, un parcours qui est le parcours de Jung face au dialogue qui se met en scène entre l'homme qu'il est et son âme, c'est-à-dire une autre dimension de sa psyché qui se manifeste à lui la nuit, au cours d'une période qui dure essentiellement 2 années aux alentours de la Première Guerre mondiale, et qui se manifeste surtout après un grand moment d'incertitude et d'hésitation chez Jung, au sens où le premier grand moment d'ouverture à ce qui a été produit un contact avec un au-delà ou une dimension visionnaire a été une vision fracassante à la veille de la Première Guerre mondiale, et où il perçoit comme un flot de sang recouvrir l'Europe, et il est extrêmement déstabilisé par cette vision qui prend comme une forme d'hallucination, et quand dans les mois qui suivent il se rend compte que ce qui a été pour lui uniquement une hallucination prend corps dans la réalité et devient réalité, il est amené à se réinterroger sur la réalité de cette vision qu'il traverse. Suite à ça, il est comme, et il le décrit très élégant dans sa biographie, il est comme traversé de moments où il se sent comme appelé par d'autres présences de l'ordre de l'impalpable ou de l'ordre de l'invisible, et il décrit un soir, étant assis à son bureau, un moment qu'il juge être le moment du pas décisif, où plutôt que de se fermer à cet appel d'un au-delà ou appel à quelque chose de l'ordre de l'invisible, soit par peur, soit par dénigrement de ce que serait le contenu de ses visions. Et il fait le raisonnement très, très simple, enfin, très ancré, de se dire que ce qui se présente à lui, ou ce qui s'invite à lui, est une manifestation psychique, et que, quoi qu'il puisse en juger du point de vue de la raison, c'est sans doute une expérience à faire, ne serait-ce que par intégrité, lui-même ayant à suivre des patients dont certains sont atteints de pathologies graves, d'ordre schizophrénique,
Et il est extrêmement troublé par le voisinage entre les patients qu'il traite, qui peuvent avoir des pathologies lourdes, vivre eux aussi des espaces visionnaires complètement décrochés du réel, et ce que lui est en train de vivre. Et il fait donc ce qu'il appelle le pas décisif, c'est-à-dire le pas vers une folie qui risque de le submerger, mais il entre dedans. Et il a une vision inaugurale extraordinaire qui décrit dans des termes à la fois romanesques et poétiques de premier ordre. Et en entrant dedans, en acceptant au fond que le voile de la réalité sensible se déchire, s'efface, se dissolve, et en entrant dans cette vision qui est une vision intérieure, mais qui prend corps comme si ça devenait la réalité entière, c'est tout un monde, tout un univers qui s'ouvre à lui. Et c'est au fond là la découverte essentielle, peut-être la seule, parce que toutes les autres vont finalement découler, la découverte la seule, c'est que c'est comme s'il avait accès à travers ses visions à quelque chose qui comprend être non pas une réalité fantasmagorique, non pas un délire, mais quelque chose de proprement substantiel, de proprement réel. Et à mesure qu'il accepte d'aller rencontrer ces visions, ces êtres immatériels, invisibles, qui se mettent à lui communiquer comme pourrions vous et moi communiquer les uns avec les autres, à mesure qu'il reproduit, qu'il engendre ces expériences donc la nuit, du livre La Nuit de Jung, puisqu'on se recentre sur ces expériences nocturnes, se met en place là, à travers les dialogues qu'il nourrit et à travers cette expérience même brute, la notion que il n'y a pas une réalité physique une et immuable, et puis derrière des espaces de dérèglement, mais que la réalité par définition est une réalité flottante, mouvante, et que derrière l'expérience de la réalité, il y a toujours fondamentalement une psyché ou une conscience qui en fait l'expérience. Et ça, c'est le grand acte ou le grand acquis, je crois, du livre. L'amène à cette conscience-là, c'est que toute la réalité qui nous entoure, et même si on a une tendance à prendre au pied de la lettre la réalité physique, toute cette réalité est le fruit, le dérivé d'une conscience, et de la même manière que une conscience à l'état de rêve imagine son monde, il fait l'hypothèse que peut-être aussi que la réalité qu'on expérimente sur le plan physique est elle aussi comme une sorte de rêve éveillé. Et à l'inverse, ce qui est de l'ordre de la vision ou du rêve, du coup n'est plus comme quelque chose de relégué ou d'alternatif, mais devient une autre forme de réalité, et non pas seconde, mais peut-être même d'une part aussi réelle, et peut-être même encore plus réelle que la réalité qui nous est présentée par à la fois nos sens et notre intellect. Pour le résumer, 3-4 grandes conséquences ou compréhensions, en tout cas, se formalisent ou font partie du chemin de Jung, de sa compréhension et de ses analyses. La première serait sans doute ce que Luigi Gemma, qui est un grand commentateur de Jung, italien, décrivait comme étant un des cœurs de la psychologie de Jung, cette expérience qu'on ne peut jamais sortir de la psyché, que quelle que soit la réalité qui se présente à nous, qu'elle soit imaginaire, réelle au sens de la réalité physique, c'est toujours une psyché, une conscience qui est là à l'origine. Si bien que on peut démultiplier le champ de l'expérience, non plus en limiter en tant que conscience notre expérience de la vie à ce que nous désignent les sens et l'intellect, mais précisément à un moment, comme dans un moment de transcendance ou de sublimation, découvrir que le monde n'est pas unique, limité à une réalité, mais au fond une myriade de réalités, comme s'il y avait autant de réalité que de niveaux de conscience qui se rapportent à elle, et que la question
pour lui, devient comment, une fois qu'on sort du cloisonnement de l'espace que nous désigne l'essence, comment on peut découvrir à travers une forme d'expansion de conscience, d'amplification du champ de conscience, que la réalité elle-même se démultiplie, s'enrichit, et à travers ça, il a la compréhension qui est à la fois claire, intime, qui correspond à son expérience intime, que ce qu'on appelle l'inconscient n'est plus juste un mécanisme régulatoire qui vient raisonner nos conflits, les réguler, mais quelque chose de beaucoup plus primordial, de beaucoup plus profond, qui est comme un champ de conscience, une fois qu'on entre à l'intérieur, proprement illimité. Et c'est tout le livre décrit ce qu'il appelle une descente dans les profondeurs, une plongée dans les profondeurs, au sens où il accepte et il visite et il réexpérimente nuit après nuit cette plongée dans les profondeurs qui est une plongée dans le monde intérieur comme réalité encore plus réelle que la réalité visible et extérieure, au sens où, c'est le grand enseignement aussi de ces expériences, il saisit que ce mécanisme de flux et de lien entre ce qui est de l'ordre de la réalité intérieure et ce qui est de l'ordre de la réalité extérieure. Et le livre rouge raconte, et au fond le récit, par chapitre, par épisode, de la découverte de son propre royaume peuplé de morts, et de morts qui viennent à la fois le hanter, et cette expérience des profondeurs, cette plongée dans les profondeurs est vite décrite comme une descente aux enfers, au sens où ce qu'il rencontre est extrêmement incommodant. Son visage de mort, des images de violence, des flots de sang, des cavernes sombres, humides, et il découvre qu'il y a comme là une sorte de passage ou de monde intermédiaire qui serait, pour prendre un peu des équivalents dans l'histoire de la philosophie ou de la littérature, soit le moment où dans la Divine Comédie il faut traverser enfer et purgatoire avant d'aller toucher le paradis. Ou alors, si on remonte à Platon, cette notion qu'on est tous comme, en tout cas du point de vue de la réalité physique, enfermés dans une caverne, et en prenant pour la réalité une et ultime ce que ne sont en réalité que des ombres projetées par une lumière cachée sur ces murs. Et métaphoriquement, en quelque sorte, c'est comme s'il allait au contact de ces ombres, de leur réalité, et qu'il découvre que dans ces profondeurs, il y a à la fois une matérialité, une cohérence, que cette violence est au fond une violence qui lui appartient, et en la visitant, il fait, ou en acceptant plutôt de la visiter, et en acceptant de la rencontrer, il fait tout un travail d'assimilation et d'intégration de ce qu'il appellera plus tard l'ombre, ou la dimension d'ombre, qui nous hante, ou qui entrait chaque individu dans un des recoins de l'inconscient, pour découvrir derrière, c'est comme en deux étapes, à la fois découverte de l'ombre et découverte derrière l'ombre d'un espace où la psyché court de manière illimitée et infinie, et où en quelque sorte il redécouvre découverte essentielle que ce qui nous semble limité ou fragmentaire ou fini dans notre expérience de la vie physique redevient à la fois infini et limité dans l'espace intérieur. Donc il y a un immense basculement évidemment qui est engendré à la suite de ces visions, et du coup une reformulation qu'il va essayer de mettre en place tout au long de sa vie pour repenser la psyché et la psychanalyse évidemment au nom de cette découverte. Je vais résumer maintenant, et pour avoir quand même une vue globale et synthétique, ce qui pour moi a été un des moteurs de la recherche, et donner quelques points un petit peu de repères sur ce qui pourrait correspondre à une actualité du livre rouge, et à une force dans l'espace de la réflexion contemporaine, aussi bien à la fois en philosophie qu'en psychologie, au sens où c'était mon interrogation première, comme je l'ai formulé au départ, et ça l'est toujours demeuré, de se dire en quoi cette expérience du livre rouge
atteste ou restitue quelque chose qui est non pas une expérience passée, isolée, singulière, mais quelque chose qui peut nous aider, nous, aujourd'hui, à revivifier les fondements et la pratique de la psychologie. Puisque pour ma part, en suivant mon propre processus de recherche, j'avais l'opportunité de travailler sur des processus de psychologie qui progressivement se mettent en place en France et dans d'autres pays, autour d'un travail sur les états modifiés de conscience, sur les contenus auxquels mènent les compréhensions, auxquels nous permettent d'accéder la pratique de ces états modifiés de conscience. Et même si ce n'est pas une question que j'ai traitée, en tout cas dans cet ouvrage, il y a comme un effet de résonance, et en tout cas c'est ce vers quoi j'ai essayé d'emmener la réflexion et le livre, c'est d'essayer de faire les ponts entre ce qui était une expérience extrêmement singulière, extrêmement sauvage, dans sa manière que Jung a eu de rencontrer son propre inconscient, et ce que peut être aujourd'hui de manière plus globale, plus fondée, même en rationalité, ce que peut être un fondement à la fois expérimental et théorique d'une nouvelle approche de la psychologie. Je résumais à 8 points, et je vais les résumer très rapidement, un petit peu les passerelles entre ce livre rouge ancien et ce qu'est aujourd'hui notre réflexion. Et la première dimension, c'est ce que correspond à ce que Jung a formalisé sous le terme d'imagination active à son époque, c'est-à-dire que Jung comprend qu'à travers ses visions, au fond, c'est pas quelque chose d'anecdotique à quoi il a été confronté, mais quelque chose de très profond et de très consistant. Et il comprend qu'il y a comme une dimension de l'imaginaire, ou que l'imaginaire en tant que puissance intérieure est peut-être non seulement une fonction psychique, mais la fonction psychique suprême, comme si l'imagination, au-delà de l'intellect, au-delà de la perception sensible, nous permettait justement d'aller au contact de quelque chose de plus profond, d'une réalité par-delà la réalité. Et il met en place pour lui-même, du coup, ce processus d'imagination active en accompagnant la restitution des récits de ses visions dans l'univers de poèmes. Et c'est quelque chose qui l'aide justement à la fois à aller visiter, à aller chercher ses contenus inconscients, et en même temps à les intégrer, à les amener à sa réalité, pour ne plus en faire quelque chose qui soit coupé ou qui le violente, mais quelque chose qui fasse partie, fasse corps, comme ça, avec sa propre réalité, et qui soit quelque chose qui nous permette un mouvement d'expansion, de cohésion avec une réalité multiple et non pas réduite à sa simple réalité physique. Imagination active, mise donc comme un outil et outil premier d'exploration de l'inconscient. Le deuxième point, je l'ai déjà évoqué, c'est l'idée qu'il y a dans ce livre rouge l'expérience d'une plongée dans les profondeurs. Ce qu'accepte de faire Jung en se livrant à cette expérience et en la restituant, c'est comme aller dans le trou noir, accepter de le visiter et accepter de faire remonter ce qui se présente dans la peur même que peut manifester ce noir ou cet inconnu. Et à travers ça, c'est une rencontre avec ses propres peurs, ses propres violences, ses propres culpabilités, et avec la découverte essentielle, et qui est une découverte qu'on peut probablement tous faire, en tout cas aujourd'hui, que la violence extérieure est en lien direct avec une violence qu'on aurait tous à l'intérieur, et que dans ce geste de rapatriement, de repli vers soi-même, plutôt d'être dans la réponse à la violence de l'extérieur, il y a comme une incitation, une invitation, du moins c'est un des enseignements de son expérience, à aller retrouver ces dimensions qui vibrent et qui pulsent en nous pour les apaiser et comprendre que on est comme maître de ce pouvoir de maîtriser, en maîtrisant notre propre énergie, du coup de ne plus alimenter une forme de violence qui serait la violence collective produite par la multitude des inconscients collectifs qui vivent et ressentent cette violence intérieure. Troisième point, je l'ai aussi déjà évoqué, c'est que c'était absolument pas formalisé à l'époque, mais ça devient aujourd'hui un terme beaucoup plus
courant et connu dans l'espace de la réflexion théorique. Cette notion d'état modifié de conscience, c'est à proprement parler exactement ce qu'expérimente Jung. Cette notion qu'au-delà du champ de conscience, dans le quotidien nous incite à vivre la vie, il y a d'autres modalités de vécu de conscience, et que ce soit à travers la méditation, à travers la créativité, à travers l'intériorisation d'intensité consciente, on peut retrouver, comme c'est une réalité des autres mondes et des énergies qui sont invisibles au sens de l'espace sensoriel, mais profondément consistantes. Et par exemple, si on revisite, on reparcourt les voyages de Corinne Sombrin, par exemple, qu'elle relate à travers sa rencontre du chamanisme, sa pratique de la transe chamanique, on peut faire des liens extrêmement proches entre ce qui est aujourd'hui et ce qui commence à être progressivement reconnu en termes thérapeutiques, en termes de vertu, ces processus de transe chamanique, et ce qu'a vécu Jung à sa manière, qui était une forme de transe, une transe solitaire, mais une forme de transe au sens d'accès à un au-delà de la psyché. Ensuite, quatrième point assez essentiel, c'est que tout au long du livre, on est confronté à ce que Jung finit par appeler un dialogue avec les morts. Et du coup, c'est comme une galerie à la fois de spectres et de morts qui s'invitent, chapitre après chapitre, à la conscience de Jung. Et ce qui demeure mystérieux, en tout cas ce qui était mystérieux pour moi à la première lecture du livre, c'était précisément la notion, la dimension de réalité de ces morts. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des figures métaphoriques, une création de l'imaginaire de Jung, ou est-ce qu'il n'y a pas une dimension plus vivante qui pulserait à travers la manifestation de ces morts. Et c'est l'hypothèse que finit par faire Jung, effectivement, au sens où les morts, les spectres, ces êtres de l'invisible qui se manifestent à lui, qui lui parlent, comme s'ils étaient présents face à lui en chair et en os, viennent porteurs de revendications et font entendre une voix. Et cette voix, Jung l'écoute, l'intègre, il dialogue avec, parfois il débat avec, ça crée des nœuds, des conflits, des incompréhensions, mais tout un processus de lien et de rapport avec ces morts se met en place. Un exemple parmi la galerie d'expériences que vit Jung, pour être un peu plus explicite sur le sujet, Jung est confronté à deux chapitres distincts, à deux figures de mort, le premier étant la figure d'un anachorète, d'un moine qui vit dans le désert et qui vit isolé, coupé de tout, et qui étudie des livres sacrés et cherche absolument le sens de l'univers à travers la lecture de ces livres. Et Jung rencontre et est confronté à cet être qui lui parle de ses expériences, et Jung sent, en voyant, en percevant la nature de cet être et la vie qu'il expérimente, que cet être cherche le sens de la vie, mais est comme coupé d'une sorte de racine fondamentale, plus vivante, moins intellectuelle, et il a la sensation que ce mort qui se présente à lui, finalement, est comme une dimension de lui-même, qui serait l'érudit qu'il a été, le savant qu'il a été, qui cherche à travers le savoir extérieur la réponse à une question, et il comprend à travers ce dialogue que c'est en quittant le schéma de cet archétype, de cette réalité qui lui appartient, qu'il va pouvoir transcender quelque chose de lui-même, dépasser une limite. Et il y a une autre rencontre qui fait tout à fait la face corrélative à cette première rencontre, qui est la rencontre à l'inverse du diable, qui vient à l'inverse enseigner à Jung ou débattre avec Jung du sérieux dans lequel, en tout cas, le diable perçoit Jung, le critiquant sa manière d'être, est trop sérieuse, et l'invitant au contraire à aller danser et découvrir la flamme de la joie. Et là encore, c'est un enseignement pour Jung qui comprend à travers ça qu'il a à laisser un flux de la vie plus instinctif, plus diabolique, mais dans une figure
dédiaboliser du diable, vivre en lui. Et un troisième chapitre un peu plus lointain restitue une rencontre entre le moine d'un côté et le diable, et comme un moment d'harmonie entre ces deux figures, qui étaient comme deux figures dans lesquelles Jung se trouvait prisonnier, soit trop sérieux d'un côté, soit trop savant de l'autre. Et il décrit avec justesse et poésie un moment d'éveil printanier où le moine, dans sa vision intérieure, se met à danser, à découvrir la joie, et à l'inverse, le diable entre dans le monastère et devient très sérieux, pour décrire qu'il y a comme une passerelle ou une globalité, une réharmonisation, une réunification qui se met en place en lui. J'étais un peu plus explicite sur ce point-là parce qu'il est très fondateur de toute une démarche qui est comme le cœur d'une pratique de la thérapie et au-delà de la guérison spirituelle, qui consiste à se dire qu'on serait tous, si le mot mort nous effraie, on peut parler de sous-personnalité, mais on serait comme tous hantés par les sous-personnalités, en tout cas dont les morts de Jung seraient le reflet, et on serait comme éclaté à travers la voix ou l'intensité que ces sous-personnalités font vibrer en nous, et on se retrouve comme écartelé entre des tendances ou des forces qui sont divergences, et qui créent une difficulté pour nous d'évoluer dans la vie, créent des frustrations, des tensions. Et c'est précisément, en tout cas, ce beau trajet qu'a fait Jung et auquel il nous invite, c'est en retrouvant la conscience de qu'est-ce qui parle à l'intérieur de lui, que sont ces forces inconscientes dont les morts seraient les porte-paroles qui agissent en nous, qu'on comprend que la fragmentation n'est réelle qu'à partir du moment où ces forces sont inconscientes, à partir du moment où on va à la rencontre de ces forces et de ces intensités. C'est quelque chose qui est ramené dans le champ de la conscience et avec lequel on peut jouer, mais comme autant d'outils qui nous sont offerts, et plus comme des forces qui agissent par-devers nous. Cinquième point, je la résume très vite, c'est cette notion qu'il y a comme un fourmillement des traditions spirituelles dans le livre. Et ce qu'il y a, je crois, de très beau dans ce livre, c'est que précisément il s'accroche à aucune d'entre elles en particulier. Et c'est pas du tout un livre qui a pour vertu ou défi d'en mettre une en lumière plus qu'une autre, et qu'au contraire, on a comme quelque chose qui vibre et qui tantôt nous fait penser à quelque chose de proprement occidental, tantôt de plus oriental, et que la force du livre, c'est précisément d'aller retrouver la matrice commune, ou le dénominateur commun de toutes ces traditions, qui très certainement existent, au sens où chacune d'entre elles nous ramène à cette notion que le monde est à l'intérieur avant d'être à l'extérieur, et que le cœur d'une démarche, qu'elle soit philosophique ou psychologique, et finalement, en tout cas c'est ma conclusion, c'est de dire que la philosophie et la psychologie sont une seule et même discipline, une seule et même voie qui s'exprime à travers ça, et qui pourrait se résumer à cette dimension du connais-toi toi-même, et alors tout se réouvre, et la vie redevient le jeu, la mise en scène d'un jeu par la conscience primordiale qui fait l'expérience de la vie. Sixième point, je la vois très très rapidement, et d'autant que c'est en marge du livre rouge, mais c'est un point important. Jung, à la suite de ses expériences, mais bien plus tard, en 1944, est atteint d'un infarctus et subit un coma assez profond, et à travers quoi il décrira dans des lettres dans un premier temps, ensuite dans sa biographie un peu plus précisément, ce qui décrit être l'accès à un au-delà, et dans des termes extraordinairement précis, et dans des termes d'une intensité spirituelle et mystique de tout premier plan. J'en fais allusion parce que c'est quelque chose qui n'a pas été défini à l'époque, ni par lui ni par ses proches, mais qui aujourd'hui entre en résonance littérale avec ce qui est beaucoup mieux connu comme un phénomène de mort imminente. Et c'est comme s'il y avait, c'est encore peu connu, comme si Jung avait été un des pionniers ou un des premiers à expérimenter, du moins en parler, parce que ça, il a restitué ses propres expériences, ainsi que certaines de
ces patients qui ont été aussi confrontés à ces expériences très particulières, et qui a, à travers Jung, du moins c'était sa compréhension, cette notion que la mort n'est pas le contrepoint ou la contradiction de la vie, mais la vie sous une autre forme. En tout cas, c'est ce qu'il expérimente, puisqu'il est du point de vue physique dans une dimension éteinte, et pourtant la conscience est toujours vibrante. Ce qui amène évidemment à la réflexion que nourrissent avec force les témoignages d'expériences de mort imminente, à la réflexion philosophique et psychologique primordiale, qui est d'arriver à cette notion que très probablement la conscience vit au-delà du corps physique, ce qui amène à l'interrogation et à la notion précisément d'une vie au-delà du corps. Il y a des perspectives de vie après la mort, comme en tout cas il ose en parler à la fin de sa vie. Deux derniers points, je les évoque aussi très rapidement. Cette notion à la fois extraordinairement abstraite et en même temps qui est décrite avec beaucoup de beauté dans la dernière partie du livre rouge, qui a un chapitre, il y a 3 chapitres, il y a Liber Primus, Liber Secundus, et dans un 3e chapitre qui est dénommé Épreuve, c'est un choix éditorial mais sans doute très judicieux, ont été consignés, ce qui est au fond une marche du livre rouge en tant que tel, et qui se dénomme, puisqu'il avait fait l'objet d'une publication à l'époque, les 7 sermons aux morts, et qui sont un dialogue très profond, très intense que Jung a avec un mort, Philémon, un sage, un philosophe de l'Antiquité, qui a très probablement eu une existence réelle et qui vient enseigner, à travers la vision à Jung, une cosmologie, une histoire de la création. Et ce qui est dans un langage assez hermétique, mais ce qui est vécu et compris par Jung à travers ces échanges-là, c'est quelque chose qui est littéralement bouleversant, au sens où l'homme ne serait pas humain par nature. Il y aurait comme une nature stellaire de l'homme, une nature divine, et que le grand projet de la vie, et sous l'angle de ce que pourrait être à ce moment-là une quête initiatique, serait précisément de découvrir que notre humanité n'est qu'un moment de passage, n'est qu'un moment d'expérience où on vient faire exister, manifester une flamme, la notion de feu est très importante dans le livre rouge, une flamme éternelle, indicible, indescriptible, et qui peut être, en tout cas moi je repars d'Héraclite pour essayer de la méditer en conclusion, et qui serait la création de toute éternité, de son origine incommensurable jusqu'à sa fin qui ne finit jamais. Et cette notion que l'humanité sera un moment de densification de la flamme, donc un moment de passage où cette flamme qui serait, on pourrait dire, le corps du Dieu, mais d'un Dieu qui est au-delà du Dieu des religions, qui est un Dieu d'épanchement cosmique indéfini, que cette flamme irait faire l'expérience à travers un corps humain d'une densité et irait chercher sa propre illimitation à travers le cadre ou le filtre du corps physique. Et dernier point enfin, mot qui n'est pas employé par Jung à l'époque et dans ses retranscriptions, mais qui transpire dans l'ouvrage et dans tout le cheminement de l'ouvrage, c'est cette notion très connue en Orient, et dans les traditions tantriques notamment, de la Kundalini, de l'énergie de la Kundalini, qui serait comme l'énergie primordiale qui relie la puissance de la Terre à des puissances cosmiques ou des puissances célestes illimitées, et qui serait comme notre sève éternelle, primordiale, que tout un parcours, et on est évidemment bien au-delà de la psychologie, bien au-delà de l'intellect, bien au-delà de toutes les catégories mentales, comme si voilà, le parcours, le trajet consistait à aller retrouver justement cette énergie-là et
telle qu'elle est décrite, j'en résume, même si sans doute vous l'avez bien en tête. L'énergie de la Kundalini prend sa substance dans la Terre et reliée à la formation de la colonne vertébrale humaine, et énergétiquement parlant, est une énergie qui se puise dans la Terre, qui s'élève le long de la colonne vertébrale. Jung a rencontré la notion de chakra, je ne rentre pas dans ces détails, on pourrait éventuellement en reparler dans l'espace des questions, et qui s'élève chakra par chakra le long de la colonne vertébrale, jusqu'à venir, une fois que tout est réunifié sur l'axe de la colonne vertébrale, venir toucher ce qu'on appelle le troisième œil, le septième chakra, le lien à l'illimité, pour recréer une articulation directe entre la Terre et le ciel, et créer ce que les mystiques appellent l'espace d'illumination ou d'éveil, le lien où tout à la fois en faisant l'expérience du corps physique, l'éternité se redonne dans sa pure et simple présence. Le nom n'est pas employé, en revanche, c'est intéressant de visiter l'iconographie du livre rouge. Il y a à la fois l'iconographie est traversée justement par cette notion d'énergie. La figure du serpent est une figure qui revient chapitre après chapitre dans les livres rouges. La figure du dragon aussi, qui symbolise dans une multitude de traditions justement le chemin et l'éveil de cette énergie primordiale. Et au-delà de l'iconographie, et je termine là-dessus, ce qu'on retrouve dans la pratique d'un yoga par exemple, on peut retrouver aujourd'hui dans une nouvelle pratique de la psychologie, c'est cette notion qu'on est comme déchiré dans des espaces de dualité, dans des polarités qui s'affrontent et qui s'opposent, et qu'on peut retrouver justement à chacun des chakras, et que tant qu'il y a une dualité ou un déchirement, un tiraillement en termes énergétiques dans chacun de ces chakras, l'énergie, cette énergie primordiale est comme coincée, endormie. Et ce que vit Jung à travers son expérience-là, et précisément, je le décrivais tout à l'heure par rapport à la figure du moine et du diable, une figure de rééquilibrage, de réharmonisation de ces polarités, de ces antagonismes. Et ce qui peut sembler intellectuel ou autre est en réalité quelque chose qui renvoie à un espace énergétique extrêmement précis, en tout cas très connu des yogis, qui consiste à réharmoniser pour retrouver non plus une dualité entre quelque chose d'une polarité à droite et d'une polarité à gauche, mais vraiment un centre, pour pouvoir, au niveau de toutes les dimensions de la colonne vertébrale, recréer ce centre et retrouver l'harmonie. Et il y a cette notion merveilleuse que Jung appelle le pays du milieu, c'est là où il rencontre le pays du milieu, qui est écrit comme sous la forme d'un arbre qui retrouve ses feuilles vertes au printemps, que quelque chose s'éveille en lui de l'ordre d'un accès à une conscience supérieure. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Voilà, mais donc, si vous avez des questions à poser à Lucas, bien sûr, c'est peut-être possible. Moi, j'en aurais peut-être une. Quand on lit le livre et quand on t'écoute parler, on se dit vraiment ce chemin vers la conscience lumineuse dont tu viens de parler, la conscience transcendante. Finalement, c'est un chemin assez, qui passe par l'ombre, qui passe par le travail avec l'ombre, le voyage vers l'ombre, ce pays des morts, cet inconscient. Est-ce que c'est un chemin qui est nécessaire pour tout le monde, ou est-ce qu'on peut s'en passer? Parce que par exemple, c'est vrai que tu parlais de Ramana Maharshi, je sais pas, peut-être que je suis un peu feignant, mais tu parlais de Ramana Maharshi, c'est vrai que chez Ramana Maharshi, on a l'impression que l'accès à la conscience lumineuse, elle est immédiate, il est immédiat tout de suite. Alors que là, c'est vraiment, c'est l'archéologie, quoi. C'est quelque chose le chemin en tout cas est différent, quoi. Belle question. Je vais faire allusion du coup à la question, à la notion de karma dont je n'ai pas parlé. Qui est dans le livre, voilà, et qui est l'objet d'un chapitre dans le livre. J'avais envie de ramener cette notion qui est souvent confinée à l'espace d'une réflexion d'une tradition orientale. Or, et précisément moi qui ai une activité de thérapeute et qui travaille aujourd'hui à la fois à redéfinir et en même temps à pratiquer la psychologie, c'est sous l'angle d'une psychologie karmique que je travaille, et qui consiste très simplement à aller retrouver
en nous des tendances inconscientes, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont comme des filtres inconscients hérités d'une multitude d'expériences archaïques, anciennes, qui relèvent au sens de nous d'un inconscient collectif, mais on peut tout à fait considérer, et en tout cas Jung à la fin de sa vie était tout à fait prêt à l'admettre, qu'à travers cet inconscient collectif, c'est un processus de réincarnation, de vie qui s'enchaîne, d'expériences qui se répètent à travers une multitude de corps, où se dessine un voyage de l'âme, et qu'à travers ce voyage de l'âme, une série d'intensités reste fixée ou cristallisée à l'âme et à la conscience, et qui sont des forces qui, tant qu'elles demeurent inconscientes, nous confinent, mais peuvent aussi être, à l'inverse, des potentiels qui nous élèvent. En tout cas, ça correspond très exactement à ce que la tradition ou les traditions orientales appellent les samskaras, qui sont des filtres inconscients, et qui sont les tendances héritées, de ce qu'en tout cas du point de vue de l'Orient, on appelle les vies passées. Jung, même s'il ne le nomme pas karma, et c'est à la fin de sa vie qu'il comprend qu'au fond le terme de karma est peut-être le meilleur pour décrire ça, ce qu'il revisite à travers ses morts, c'est exactement cette notion de karma. Donc, pour rebondir sur la question de Ramana Maharshi, qui est un cas extraordinairement spécifique, lui-même enseignait, effectivement, à travers son enseignement et le dialogue qu'il avait avec les personnes venues l'interroger, c'est qu'on est dans une conscience limitée de nous-mêmes tant qu'on est sous l'emprise de ces samskaras, de ces tendances inconscientes. Et à partir du moment où on les neutralise, où on les dépasse, on retrouve, au-delà de l'identification justement au corps ou au moi ou à un petit espace psychique, on se retrouve, on se redonne dans ce que lui appelait le soi avec un grand S, c'était nommé Atman dans la tradition orientale, où on se redéfinit comme à la fois créature vivante, mais comme créateur et espace psychique illimité, faisant l'expérience de la matière. Dans le cas de Maharshi, vraisemblablement, l'éveil est très précoce, c'est à 16 ans, une expérience de mort imminente de son côté aussi, et qui crée le foudroiement de l'illumination. On peut supposer que c'est le résultat précisément de sa propre expérience qu'il a amené si jeune à cet état d'éveil. Dans une vie passée peut-être. Voilà, on peut l'imaginer. Dans le cas de Jung en tout cas, l'expérience de son inconscient suppose d'aller revisiter précisément ces tendances inconscientes et qui se manifestent sous la forme effectivement de l'ombre d'une manière générique. L'autre question que tu poses, c'est de savoir est-ce qu'on est obligé d'accomplir ce passage ou d'aller à la rencontre de ça. Personnellement, j'en fais l'expérience, je continue d'en faire l'expérience et je ne le vois pas comme quelque chose de déflagrant, au contraire, précisément dans un espace thérapeutique qui n'a pas ce dont Jung a eu l'opportunité de bénéficier, mais dans un espace thérapeutique, c'est quelque chose qui peut se vivre, s'expérimenter, et on peut, en tout cas, moi aujourd'hui, dans l'espace de l'accompagnement thérapeutique, accompagner précisément à aller à la visite, à la rencontre de cette ombre, au sens où, pour le dire d'une manière plus simple, ça renvoie à la dimension inconsciente. Donc c'est simplement, tant qu'on reste coupé de cette dimension d'ombre, on reste coupé d'une partie de nous-mêmes, et aller à la rencontre de l'ombre, aller à la rencontre de la violence, ou aller à la rencontre de ce que Jung nomme être le mal absolu, n'est pas précisément se laisser absorber par le diabolique ou par le maléfique, mais aller à la rencontre de quelque chose de plus intense et de plus épais, qui est de se dire que, y compris dans la manifestation du diabolique et du maléfique, c'est encore le souffle de la création qui est en train de parler, et que l'admettre et se mettre en dialogue avec cette puissance-là, c'est retrouver la notion que la réalité est profondément unifiée, quelle que soit sa manifestation. Ça permet de refusionner ou recohésionner les manifestations du réel et de sortir d'une dualité entre ce que serait un bien, un bien-être, une joie et un mal, une violence. C'est un peu tantrique là, pour le coup. Oui, lui découvrant les enseignements, les textes du tantra. Ouais, on embrasse toutes les parties de la vie. Voilà. Oui. Vous avez peut-être des questions ?
Moi j'ai une question. En fait, le livre rouge, ce sont plutôt des récits d'imagination active que des récits de rêve de la part de Jung? Ou c'est ni l'un ni l'autre? C'est essentiellement imagination active pourrait être un peu le terme générique qui les englobe toutes. C'est parfois difficile de le savoir parce que les textes sont restitués dans une prose et l'introduction ne situe pas clairement par moment si c'est de l'ordre du rêve ou de l'ordre de la vision. Mais en règle générale, c'est plutôt un état visionnaire, c'est-à-dire que lui a très peu décrit. D'ailleurs, j'en dialoguais avec l'historien qui a introduit ce livre et permis sa publication. Lui-même se pose beaucoup de questions sur quel était le protocole de travail de Jung. Est-ce que chaque soir, il allait à sa table, il s'asseyait sur sa chaise, il attendait qu'une vision advienne, ou est-ce que les visions advenaient de manière impromptue et qu'il accueillait au moment où ça avait lieu? Est-ce qu'il utilisait la drogue? Probablement non. Probablement non. Comme tu parlais du chamanisme. Oui. Le lien, mais ça c'est plus Stanislas Grof, selon de la psychologie transpersonnelle, qu'il a exploré, c'est-à-dire que avant de l'abandonner, mais utiliser l'usage des psychotropes pour précisément essayer de découvrir, d'explorer ces dimensions invisibles et ces dimensions cachées. C'est comme si le psychotrope nous ouvrait précisément à la conscience que la réalité est multiple. Et qu'une fois qu'on entre dans l'espace hallucinatoire, il y a une vraie réalité qui est en train de se déployer, qui raconte quelque chose d'aussi réel que la réalité. Mais c'est probablement intéressant, en tout cas c'est à peu près certain que Jung n'a pas intentionnellement, à travers un psychotrope ou une drogue de quelque ordre que ce soit, utilisé ce genre de passerelle intéressant au sens où on peut accéder directement à ces états visionnaires directement. Et c'est vrai que précisément le travail de Grof est passionnant de ce point de vue-là, à travers la respiration notamment, à travers le travail sur les rythmes et les sons, on peut entrer dans des états visionnaires et arriver à transcender la réalité physique. En t'écoutant, là, ça donne l'impression que en fait, Jung travaillait afin de devenir prophète aussi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il faisait en sorte de ne pas devenir Madame Archie, de ne pas devenir Mohamed, de lutter contre... Non, il n'y a pas quelque chose comme ça qui se travaille. Il y a tout à fait quelque chose de cet ordre qui est très paradoxal parce que le livre rouge, dans le parcours, peut précisément donner l'impression d'être un livre prophétique. Il annonce être une voie de l'avenir, annonce la venue d'un Dieu nouveau. Donc il y a du prophétisme dans le livre rouge et précisément parce qu'il y a du prophétisme, sans doute, c'est précisément sans doute auto-censuré entre autres choses pour ça, par peur d'être prophète, par peur d'annoncer une vérité qui soit comme une vérité extérieure, là où il a compris, et c'est une de ses très très grandes compréhensions, que la vérité la plus profonde qu'on puisse faire, ou l'éveil spirituel, est quelque chose de proprement intérieur, pas quelque chose qui passe par une vérité extérieure. Et c'est sans doute la raison, il s'est interrogé à la fin de sa vie sur l'idée de néanmoins publier cet ouvrage-là. Et il n'a pas donné de consigne claire à ses héritiers, donc il n'est pas arrivé au bout. Certains textes, certains extraits laissent imaginer qu'à un moment il a pris la décision de le publier, et finalement il ne le fait pas. Et sans doute il ne le fait pas justement pour cette idée que le livre rouge ne devrait pas devenir un ouvrage testamentaire ou biblique à sa manière, mais il a invité, ce que je trouve très intéressant, beaucoup plus à ce que chaque personne ait son propre livre rouge, fasse cette expérience-là. Et aujourd'hui, dans un cadre justement thérapeutique, c'est pour moi le grand projet d'un cheminement qui peut être thérapeutique mais spirituel d'une manière tout à fait amalgamée à la dimension thérapeutique. C'est d'arriver à retrouver cette cartographie intérieure que chacun peut redessiner à sa manière. Et la découverte époustouflante qu'on peut tous faire les uns après les autres, sans doute, c'est de découvrir que les contenus inconscients qui se sont manifestés à Jung sont des contenus extrêmement universels et que même si l'angle d'approche peut être différent, c'est des notions qu'on retrouve. Personnellement, c'est en retrouvant des choses très très similaires que, en tout cas, j'ai eu un rapport charnel à ce livre et j'ai envie en tout cas de le faire connaître à travers le livre. Et est-ce que ce travail, cette recherche de l'inconscient se termine un jour dans une sorte de
de coïncidence, de communion totale entre l'inconscient et le conscient, ou est-ce que c'est un travail qui continue toujours, qui est sans fin? Peut-être que le fait que Jung ait arrêté d'écrire, à un moment donné, c'est peut-être qu'il avait achevé la réconciliation intérieure. Sur la question, d'une part, le livre est interrompu de façon complètement aléatoire. Ça reste sur un mot en pleine phrase, même la phrase n'est même pas finie, ça s'arrête, dernière page. Donc le dernier mot est possibilité. Évidemment, je me suis amusé un petit peu à gloser sur ce dernier mot qui ouvre tout l'espace des possibles. Mais c'est intéressant parce que c'est précisément comme s'il avait fallu que ce livre devienne vivant en lui. C'est-à-dire que s'il l'avait peut-être publié, fini, achevé dans son cadre, il l'aurait mis à l'extérieur, et que là, c'est comme si le travail devait se plonger à l'intérieur de lui-même par une œuvre de la vie, et qui probablement, c'est une hypothèse, on ne peut pas avoir de certitude en termes biographiques, mais la dernière année de Jung est très intense, il est retiré chez lui, il est malade, il voit peu de monde, mais il décrit, moi, à travers les quelques personnes qui lui étaient proches, on a quelques témoignages, j'en parle un petit peu dans le livre, d'expériences de révélations, d'expériences mystiques extrêmement aiguës, et qui crée un sentiment de béatitude chez Jung qui est quasi mourant, mais qui comprend à la fin un mélange à travers le rêve et la réalité que l'expérience qu'il a faite et l'expression d'une éternité qui vit en lui et qui se perpétue à jamais. Et c'est qu'en quittant le corps, c'est imminent chez lui, il ne quitte pas la vie. Il va juste quitter un moment d'expérience puis retrouver une autre forme de vie. Et ça, c'est très bouleversant, mais je trouve que c'est assez beau aussi que ça reste à la fois au fond caché, intime. Et on peut faire l'hypothèse, c'est celle que je fais en tout cas, que ce qu'on appelle le soi, cette dimension-là, se soit pleinement donnée à lui juste avant de mourir. Bien. Peut-être juste, on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi loin de Freud, semble-t-il, dans ce livre rouge. Mais est-ce qu'il est question quand même de sexualité dans la nuit de Jung? Est-ce qu'il aborde la question de la sexualité, de sa sexualité Je repartirai, à proprement parler, non. Il n'y a pas en tout cas d'interrogation littérale directe. Mais je reprendrai la question de la Kundalini, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi justement ce qui dissocie Freud et Jung, c'est-à-dire que probablement que Freud a mis le doigt sur quelque chose de très profond, enfin, l'originarité de la pulsion sexuelle, mais au fond chez Jung c'est comme si ça prenait le visage justement de la Kundalini, qui est en tant que force primordiale et terrestre, l'énergie chthonienne et ou sexuelle par définition, qu'on transmute, qu'on transforme, qu'on élève, qu'on donne une forme cosmique. Et là où au fond Freud a eu l'intuition qu'il y avait dans l'ordre du sexuel quelque chose de totalement originaire pour la constitution de l'édifice psychique, et avec quoi Jung était d'accord. Son désaccord n'est du fait qu'il a l'impression que c'est quelque chose de plus fondamental. Ça se réduit ensuite plus à une affaire de constitution de la sexualité au regard d'un père, d'une mère, mais que ça réfère à l'énergie vitale originelle qui nous parcourt, comme cette scène dont je parlais tout à l'heure. Et c'est probablement le grand espace, ou un des grands espaces de réflexion du livre. Très bien, écoutez, merci d'être venu. Je voudrais encore remercier Lucas, et je t'applaudis parce que c'est vraiment une grande réussite, et voilà, on est très heureux d'avoir édité et publié Chalbra. Voilà. Je vous remercie à nouveau. Ce livre n'existerait pas. Et puis merci à Fabrice, puisque Fabrice Midal nous a mis finalement en relation. Très Très bien. Merci à vous. Merci.